Prochain invité dossier, quand j'ai vu ça ce matin, j'ai dit il faut absolument lui parler. Souvenez-vous, il y a eu en 2009, entre 2009 et 2012, le nombre d'accidents de travail à Pinel a augmenté de près de 40 %. Il est passé de 173 à 272 en l'espace de 5 ans. Puis, pour nous en parler, Yannick Ducharme est sociothérapeute à l'Institut Philippe Pinel, à Louis-Philippe Pinel, c'est-à-dire Philippe Pinel, on va l'avoir. Monsieur Ducharme, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci beaucoup d'être là. Qu'est-ce qui se passe à l'Institut? Il se passe que oui, les cas d'agression augmentent de façon notoire depuis les 3 dernières années. Ça, c'est les chiffres qu'on a réellement en archive. Les années précédentes, on les a pas en main, mais depuis 3 ans, c'est les chiffres qu'on a un taux de 40 % d'augmentation. Qu'est-ce qui, selon vous, parce que vous le vivez, vous êtes à l'intérieur, qu'est-ce qui explique ça, selon vous? Une des grandes problématiques, selon nous, c'est que la direction de la sécurité n'est pas une direction indépendante. La sécurité relève de la direction des soins infirmiers et des programmes. Donc, c'est des infirmières, dont Mme Pilote, qui est la directrice, qui prennent les décisions au niveau de tout ce qui est sécuritaire. Bon, vous avez cité des exemples assez impressionnants, des exemples d'attaques des employés, de vos collègues, même vous avez subi des agressions. Donnez-nous quelques exemples. Entre autres, il y en a un qui s'est fait, je pense, contaminer, jeter du sang contaminé. Je veux dire, c'est pas trop le fun, ça. Il y a eu une crise de panique? C'est que le patient s'est désorganisé. Dans la désorganisation, il y avait du sang, donc le patient a craché avec du sang. Le patient en question était porteur d'hépatite. Bon, et à ce moment-là, l'employé a eu une crise de panique. Je pense qu'il s'est arrêté plus loin. C'est qu'il n'y a pas eu de prise en charge de la part de l'employeur. On a laissé quitter le travailleur seul dans sa voiture. Et quelques kilomètres plus loin, la personne s'est arrêtée, perdant ses moyens, et en appelant à l'Institut pour dire qu'il était arrêté sur le bord de l'autoroute. C'est à ce moment qu'on a été le prendre en charge. Vous avez une de vos partenaires également qui a frôlé la mort? C'est frôler la mort, on parle d'une encolure. Donc, une personne qui s'est fait étrangler par l'arrière. Ça, c'est il y a quelques années, environ 6 ans, je crois. Okay. Et l'intervention s'est faite avec un délai quand même raisonnable, mais on sait tous qu'une encolure, ça peut être très dangereux. Oui, exactement. Vous avez reçu un coup de poing en pleine gueule? Oui. Comment ça s'est passé? Nous, notre clientèle est très imprévisible. Donc, c'est ce qui fait la caractéristique numéro 1 de notre clientèle, c'est vraiment l'imprévisibilité. Et nous, le patient est en circulation d'un groupe depuis 1 heure environ de durée de sortie. Et à la fin de sa sortie, quand il est venu le temps de regagner sa chambre, j'attendais à sa porte. Et le patient, sans donner aucun signe précurseur, aucun signe avant-coureur, est passé près de moi. Il m'a donné un coup de poing directement au visage. Qu'est-ce qui pourrait être fait? Parce que je sais que, entre autres, le syndicat, vous reprochez, entre autres, à la direction de ne pas en faire assez pour accroître la sécurité, parce que vous avez nommé des noms de gens qui sont à l'intérieur des murs, comme les Guy Turcotte, Homolka, Valérie Fabricant, qui est tout un dangereux en passant, histoire de professeur, de professeur qui a tué des collègues pour différentes histoires. Sauf que, qu'est-ce que vous reprochez? Qu'est-ce que vous auriez besoin pour accroître la sécurité à l'intérieur des murs? Pourquoi ça dégénère comme ça? Nous, ce qu'on parle, c'est d'avoir des formations qui sont efficaces et adéquates pour le milieu dans lequel on travaille. Parce que présentement, oui, on a une formation qui se donne à l'intérieur, mais c'est une formation beaucoup plus de principes de protection et tout ce qui est des équipements de protection. Parce que dans les dernières années, vous demandiez quel type d'agression qu'on peut avoir. Ça peut être coup de poing, crachat, morsure, mais on a aussi eu des attaques avec des crayons, des fourchettes. Donc, nous, ce qu'on réclame, c'est des gants. Des gants, soit de Kevlar ou autres, qui peuvent empêcher les coupures, des casques de protection, justement, pour éviter ces agressions-là lorsqu'on a à intervenir de façon planifiée avec un patient. Il y a eu une prise d'otage également, il y a quelques années, qui a laissé des traces, hein? Oui, il y a 2 ans exactement. Qu'est-ce qui s'était passé déjà? C'est un patient qui a réussi à prendre en otage 3 employés. Mais présentement, on est beaucoup plus dans les revendications au niveau de la procédure de prise d'otage, parce que je pense qu'on ne peut pas changer le passé, mais on peut essayer de prévenir l'avenir. Donc, on est beaucoup dans l'attente d'une procédure de prise d'otage qui est en travail depuis 2 ans, mais qui n'a rien de clair
non plus d'établi. Si on appelle sur un département ce soir et on demande aux personnes travailleurs en place, qu'est-ce qu'ils ont à faire, quel est leur rôle lors d'une prise d'otage, ben la grande majorité vont nous répondre qu'ils ne savent pas quoi faire. On s'entend, M. Ducharme, que des criminels psychiatrisés, c'est pas des enfants d'école. Votre quotidien à vous, là, votre travail là-bas, vous êtes là pour faire quoi dans le fond, pour les thérapies, mais quel genre de thérapie? Votre quotidien, c'est quoi à vous là-bas? Ben, c'est beaucoup de partager le milieu de vie. Dans le fond, on partage le milieu de vie avec eux, c'est de les accompagner dans toutes les sphères, parce qu'on sait qu'en psychiatrie, les gens peuvent devenir très vulnérables et perdre une certaine autonomie aussi à travers la maladie. Donc, ça peut être d'accompagner pour les douches, distribution de repas, animer justement des activités de gestion de colère, des sports. Ça peut être très, très varié. Est-ce qu'à un moment donné, parce que bon, vous avez eu une agression, vous avez des collègues, vous le dites, l'agressivité a augmenté en prison. Qu'est-ce qui vous motive le matin d'aller travailler? Qu'est-ce qui fait que vous continuez à faire ce travail-là, honnêtement? Là? Ben, honnêtement, c'est pour ma part, je considère que je donne des soins à des personnes en détresse. C'est vraiment ce qui nous motive. Ça reste des personnes, des êtres humains qui ont besoin de soins. Par contre, nous, ce qu'on réclame, c'est d'avoir les outils et les moyens nécessaires pour être capable de travailler avec eux en sécurité. Parce que d'abord et avant tout, ça reste des personnes, ça peut être nos membres de famille et autres qui se retrouvent dans cette position-là. Donc, moi, ma motivation, c'est de prendre soin des gens. Si vous sortez dans les médias, c'est parce que vous ne trouvez pas réponse de la part de la direction. Pourquoi la direction s'entête à ne pas vous donner ce que vous avez de besoin au minimum? La question est difficile à répondre. Ça, je vous référerai à Mme Pilote si vous voulez la contacter, la directrice des soins infirmiers et des programmes, parce que les réponses qu'on a eues sont très évasives. Quand on parlait tantôt de gants, on sait que les gants étaient supposés être en commande, mais dans certaines réunions, on s'est fait dire qu'on ne pouvait pas distribuer les gants parce qu'ils étaient noirs et que le noir, c'était répressif à l'égard des patients. Donc, les réponses peuvent être très, très vagues. Est-ce qu'à un moment donné, M. Ducharme, où on devient sur le défensif, je vous donne un exemple, vous avez déjà été frappé. À un moment donné, vous mangez une sandwich le midi, vous parlez avec des collègues qui ont eu des mauvaises expériences. Quand vous êtes en contact avec ces criminels-là, est-ce que vous avez toujours un doute, une pensée? Est-ce que vous avez une façon de vous tenir, de vous protéger, de longer les murs? Est-ce que ça fait partie de votre quotidien, ça, là-bas? Ben, je veux dire, on n'est pas toujours en hyper-vigilance non plus, parce que, comme on mentionnait, il y a quand même certains signes de maladie. En partageant le milieu de vie, on apprend à connaître nos patients. Donc, on peut pas être en hyper-vigilance à tout moment, parce que sinon, on trouverait notre temps très long, puis c'est vrai qu'on trouverait peut-être plus agréable de venir travailler certains matins. Okay. Mais par contre, oui, on développe certains réflexes, certains mécanismes dans notre façon de travailler, que de jamais s'asseoir avec des patients dans le dos ou autre façon de travailler. Est-ce que dans votre domaine, il y a beaucoup de gens qui s'en vont vers ce genre de formation-là? Est-ce qu'il y a un besoin à votre niveau dans ce domaine-là où il y en a trop qui se présentent puis malheureusement, il n'y a pas assez d'élus? Comment ça fonctionne? Au niveau des employés? Oui, de ce que vous faites là, tout ça? Ben, au niveau des employés, c'est certain que depuis l'année 2000 environ, il y a eu une forte croissance d'embauche, étant donné les retraites et le renouvellement de main-d'œuvre. Okay. Donc, ce qui fait en sorte que présentement, à Pinel, il y a 75 % de la main-d'œuvre qui a 10 ans et moins d'ancienneté et un 57 % qui est de 5 ans et moins. OK. Puis là, vous emmenez un bon point parce que un de vos collègues, Steve Marcotte, parle de roulement. Selon lui, il y a 70 % des employés qui ont moins de 5 ans d'expérience. Donc, tu n'as pas d'expérience. Il y a des choses qui t'échappent parce que ça dit, tu n'as pas l'expérience, tu ne vas pas au-devant des coups. Est-ce que selon vous, ça a peut-être fait que ça a aidé à accentuer ce qui s'est passé au cours des dernières années? Ça n'a pas aidé, hein? C'est une possibilité parce que je veux pas, il y a une expertise qui est partie. On se cachera pas que les gens qui sont partis à la retraite, c'est une grande expertise pour l'établissement. Par contre, nous, à travers ça, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait une meilleure prise en charge de la part de l'employeur. Donc, tantôt, je parlais de formation ou d'augmentation de personnel ou de trouver un moyen, justement, de faire transmettre ce savoir-là aussi de la clientèle et de trouver des éléments aidant dans l'organisation pour le faire, qu'il y ait un meilleur support pour justement que ces gens-là puissent se développer parce que oui, on a des intervenants jeunes, mais ce sont des bons intervenants. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui abandonnent, tu sais, qui disent à un moment donné, là, après 2-3 ans, c'est assez, on passe à un autre appel? Le roulement se fait quand même beaucoup. Je pourrais pas vous sortir les chiffres exacts là, du taux de rétention, mais on forme, comme je vous dis, depuis l'an 2000, il y a beaucoup de gens qui passent. On forme des gens de façon continue.
En terminant, la meilleure qualité que ça prend, parce que je peux comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui doivent se dire il y a un bon salaire, bonne qualité, pas une bonne qualité d'emploi, tout ça. C'est-à-dire que j'imagine que le salaire est bon, les conditions sont bonnes. Mais qu'est-ce que ça prend comme élément essentiel pour passer à travers ça, pour faire carrière là-dedans? Ben moi, je dirais quand même, comme je disais tantôt, le désir de soigner des gens, d'avoir une certaine préoccupation autant des patients que de nos collègues. C'est vraiment le côté humain de la chose que moi, je considère le plus important. Le salaire et les conditions sont pas pires? Sont corrects, mais sont jamais suffisantes pour recevoir des coups de poing ou des agressions, selon moi. Ça, c'est sûr. On n'est jamais assez payé pour soit se faire enguirlander, se faire crier après, et encore moins se faire frapper. Vous avez entièrement raison. Ça va-tu s'améliorer? On le souhaite. Il y a certaines dérogations qui ont tombé de la CSST la semaine dernière. Trois dérogations. La première qui est les enquêtes analyses suite à des événements, accidents de travail. La prise en charge, justement, des employés victimes d'agression. OK. Et tout ce qui est accès à l'information entre les médecins traitants et l'équipe en place. Lâchez pas, Yannick. Ben, je vous remercie beaucoup. Salut, bonne soirée. Ben, vous aussi. Yannick Ducharme est sociothérapeute à l'Institut Philippe Pinel. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours le goût de dire Louis-Philippe. C'est à cause du fameux passage, là, le pont-tunnel Hippolyte-Lafontaine. C'est ça, je suis tout le temps mêlé avec ça. Celui à qui on a parlé, il l'a pas eu facile. À un moment donné, il y a un patient qui lui a envoyé un coup de poing en plein visage, puis et lorsqu'il est entré dans sa chambre, ses dents sont passées à travers la peau sous sa lèvre. Il a mangé une popée. Pas sûr que ça m'aurait tenté, moi, le lundi matin suivant, d'aller faire un tour. Faut vraiment que t'aimes ça, là. Vraiment, vraiment que t'aimes ça. Ça n'en prend, on s'entend, puis je le comprends. Le gars, il a une vocation. T'es encore jeune. J'ai la photo de Yannick. C'est quand même assez bien baraqué. Capable de se défendre, mais c'est pas toujours évident. Quand tu te fais jeter du sang contaminé, t'en as pour combien de temps à avoir une analyse de tout ça et de recommencer à dormir? Mais ça fait partie de leur métier, malheureusement, on s'arrête.